Ok, bonjour tout le monde. On va commencer avec 1 ou 2 minutes de retard. Alors, tout le monde a eu le message de Madame Moatou ce matin, donc le cours cet après-midi sera remplacé par l'enregistrement de son cours des années précédentes. Il va vraiment pas bien et elle ne pourra pas assurer ses cours pour l'instant. Donc, et c'était un peu tard pour moi de reprendre ce cours et continuer. C'était juste un peu compliqué pour moi aujourd'hui, donc sinon j'aurais peut-être pu le faire. D'ailleurs, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que le créneau est encore réservé hein, sur l'amphi. Attends, je vérifie ça. Oui, hein, sur l'emploi du temps, le créneau est encore là, hein, 14. Donc, on officiel. Donc, la question, c'est bon, si vous le souhaitez, vraiment, bon, moi, je peux continuer parce que c'est un peu dans le même cours, là. Et c'est le même jeu de diapositives. Et ça va peut-être, bon, au lieu de sauter 2 cours, vous allez sauter un cours. Qui pense que c'est ça la meilleure chose à faire? On va faire ça à main levée, s'il vous plaît. On revient ici tous à 14 heures, on essaie d'avancer. Qui dit non, j'ai déjà organisé autre chose pour cet après-midi et il vaut mieux annuler le cours. Ok, bon, c'est à peu près 50-50 pour moi. Donc, comme on dirait dans le rugby, la décision sur le terrain, c'est pas de cours. Et l'arbitrage vidéo ne donne pas de raison absolue pour retourner la décision. Donc du coup, on maintient ce que l'avait dit Madame Mointou dans son email. Et voilà, pas de cours à 14 heures. OK. Donc là, on est sur 2 cours, 2 créneaux sur les besoins nutritifs, les types nutritionnels des bactéries et en général la croissance bactérienne et l'impact des facteurs environnementaux sur ces croissances. Donc, et habituellement, moi, je fais la première partie, et Madame Mointou va enchaîner. Au moins virtuellement cette année. Donc, c'est organisé un petit peu comme ça sur les 2 créneaux de cours. Et je pense que moi, je vais aller jusqu'à la courbe de croissance et ses phases, la partie 4. D'accord? C'est ça notre programme pour aujourd'hui. Ouais, c'est l'objectif là. Ok, donc on va commencer par les besoins nutritifs des bactéries. Donc, comme n'importe quel organisme, les bactéries ont besoin d'une source de carbone, d'azote, de soufre et de phosphate, les composants de toutes les biomolécules, protéines et acides aminés et lipides. Donc en termes de carbone, bon, les bactéries peuvent mobiliser vraiment énormément de sources de carbone organique, les carbohydrates, les acides gras, les protéines, les peptides, et même des choses comme les molécules organiques qui ne sont pas normalement des biomolécules. Certaines bactéries peuvent les mobiliser. Dans ce cas-là, si la bactérie a besoin d'une source de carbone organique, on qualifie ces bactéries de hétérotrophes. D'autres bactéries peuvent utiliser ou fixer le CO2 comme les plantes vertes, et ces bactéries sont appelées des autotrophes.
Alors, en termes d'azote, on a à peu près la même chose. On a des sources organiques et inorganiques d'azote. Donc, presque toutes les bactéries peuvent mobiliser des sources organiques d'azote si elles sont présentes, c'est-à-dire des acides aminés dérivés des protéines ou les bases azotées dérivées des acides nucléiques. Si elles sont présentes, les bactéries peuvent les importer et les utiliser pour soutenir leur croissance. Alors, en termes d'azote inorganique, il y a 3 formes. L'ammoniac ou l'ammonium, les ions de nitrate et de nitrite éventuellement, et le gaz diazote. Alors, les deux premiers sont relativement faciles pour les bactéries à intégrer, et le diazote est extrêmement difficile à intégrer. Donc, pour l'ammonium ou les sels d'ammoniac, c'est simplement une réaction enzymatique qui permet de greffer le groupement amine sur un acide aminé. Et donc, presque toutes les bactéries possèdent cette activité enzymatique et peuvent mobiliser l'ammonium ou les sels d'ammoniac et les intégrer dans leurs protéines. C'est un peu semblable pour le nitrate. Donc, le nitrate, c'est la forme oxydée d'azote. Et avant l'intégration dans les protéines, les bactéries doivent réduire le nitrate par des étapes progressives en ajoutant des électrons et des molécules d'hydrogène pour former de l'ammonium, et ensuite l'ammonium est intégré dans les acides aminés. Donc ce processus s'appelle la réduction des nitrates assimilative ou pour assimilation. Et pareil, énormément de bactéries sont capables de mobiliser le nitrate par cette voie. Un peu comme des plantes. Alors, le dinitrogène, le gaz N2, là, c'est un composé chimique extrêmement stable et il faut beaucoup d'énergie métabolique et des enzymes spécialisées pour pouvoir réduire le dinitrogène, le N2, en ammonium. Et seulement certaines bactéries sont capables de le faire, par exemple les cyanobactéries, les bactéries photosynthétiques, photosynthétiques oxygéniques, et aussi des bactéries qui sont des symbiotes avec les plantes légumineuses, comme les bactéries du genre Rhizobium. Donc ce sont les bactéries qui réduisent le gaz, l'azote dans l'atmosphère en ammonium pour que la bactérie partage avec la plante qui l'héberge dans ses racines. Et en échange, la plante fournit la bactérie en carbone organique. Parce que Rhizobium n'est pas une bactérie photosynthétique, qui vit dans la terre de toute façon. Alors, phosphore et soufre, donc tous les deux sont disponibles sous forme organique et inorganique. Donc, si les phospholipides ou les acides nucléiques sont disponibles, des bactéries peuvent s'en servir comme source de phosphore pour leur croissance. En l'absence de sources organiques, le phosphate existe sous forme inorganique en termes de phosphate. Et là, toutes les bactéries sont capables de mobiliser le phosphate et l'intégrer dans l'ADP, par exemple. C'est simplement une réaction avec adénosine monophosphate qui va additionner une molécule de phosphate pour faire l'ADP. Donc, toutes les bactéries sont capables de faire ça. Pour le soufre, donc on a des acides aminés méthionine et cystéine qui contiennent du soufre, donc les bactéries peuvent les incorporer. En termes de soufre inorganique, on a dans différents environnements soit le soufre réduit, le sulfide, ou le soufre oxydé sous forme de sulfate. Et c'est un petit peu comme l'assimilation d'azote pour les bactéries, c'est-à-dire que la forme réduite, le sulfide, peut être incorporé directement dans des acides aminés pour former la cystéine en une seule réaction enzymatique.
Et énormément de bactéries possèdent cette enzyme. Pour les formes oxydées, le sulfate, c'est un peu comme pareil comme pour l'azote, c'est-à-dire d'abord la bactérie va réduire la sulfate en sulfide et ensuite ce sulfide sera intégré dans la cystéine. Alors, un autre besoin nutritif, ce sont des sels minéraux pour maintenir l'équilibre ionique de cytoplasme de la cellule bactérienne. Donc, n'importe quel milieu de culture bactérien a besoin de sodium, potassium, magnésium et de chlore, et aussi des oligoéléments, c'est-à-dire des éléments, des ions, des métaux comme le fer, extrêmement important, mais aussi des métaux un peu plus exotiques comme le manganèse et le cobalt, qui sont des coenzymes, ou les cofacteurs, plutôt pas des coenzymes, les cofacteurs pour divers enzymes qui sont nécessaires pour la croissance bactérienne. Une autre chose qui peut être nécessaire, sont les vitamines, donc, qui sont des cofacteurs de multiples enzymes. Donc, des fois, les bactéries savent produire ces vitamines par elles-mêmes à partir de n'importe quelle source de carbone organique. Mais si la bactérie n'est pas capable de synthétiser ces vitamines, il faudrait les apporter dans le milieu de culture. Donc, deux vitamines souvent nécessaires pour la croissance des bactéries sont la thiamine et la biotine. Donc, la thiamine essentielle pour tous les transferts de carbone entre molécules organiques et la biotine essentielle pour tous les transferts d'une seule carbone entre des molécules organiques. Alors, si une bactérie est capable de fabriquer toutes ces vitamines elle-même, on dit que cette bactérie est prototrophe pour les vitamines. Donc, on n'a pas besoin de les apporter dans le milieu de culture. Or, si une bactérie a besoin qu'on lui ajoute telle ou telle vitamine dans le milieu de culture, on dit que la bactérie est auxotrophe pour ce vitamine. Donc, auxotrophe, ça veut dire que la bactérie ne sait pas la fabriquer et il faut l'ajouter au milieu de culture. Et effectivement, les bactéries peuvent être auxotrophes pour différents composés organiques, soit les vitamines, soit les bases puriniques ou pyrimidiniques, ou alors pour certains acides aminés. Et dans ce cas-là, on peut qualifier les acides aminés, les bases azotées et les vitamines sont considérés comme facteurs de croissance pour différents types de bactéries auxotrophes. Donc ici, sur la diapositive, c'est noté facteur de croissance vitamine, mais il faut comprendre vitamines et éventuellement acides aminés et bases azotées, comme différentes catégories de facteurs de croissance dont dépendent certaines bactéries. Alors, donc ce sont les besoins nutritifs. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les types nutritionnels chez les bactéries, qui sont en fait en fonction de ce que la bactérie mobilise pour sa croissance en termes de source de carbone, source d'énergie et source d'électrons. Donc en termes pour la source d'énergie, les bactéries photosynthétiques sont appelées phototrophes, donc elles mangent la lumière. Les bactéries qui utilisent une source d'énergie chimique, organique ou inorganique, sont des chimiotrophes. Comme source d'électrons, on peut avoir soit du carbone organique, auquel cas nos bactéries sont organotrophes, ou alors la source d'électrons peut être inorganique, auquel cas on appelle nos bactéries lithotrophes. Donc les sources d'électrons inorganiques sont par exemple les composés chimiques réduits avec un fort potentiel oxydoréducteur, des bons donneurs d'électrons, comme le dihydrogène et des formes réduites de soufre ou d'azote.
Donc, certaines bactéries peuvent mobiliser et utiliser ces composés inorganiques comme source d'électrons. Et dernière chose, c'est la source de carbone. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, les hétérotrophes ont besoin d'une source de carbone organique pour fabriquer leurs biomolécules, tandis que les autotrophes peuvent mobiliser le CO2. Il y a une sorte de zone un peu grise là dans cette caractérisation hétérotrophe et autotrophe parce que il existe aussi des bactéries qui sont capables de survivre avec uniquement le méthane comme source de carbone. Donc pour les chimistes organiques, ils vont dire voilà, ça c'est une molécule de chimie organique, mais néanmoins le méthane c'est une molécule de carboné très très simple et en termes de mobilisation en biochimie, c'est pas vraiment la même chose que d'utiliser du glucose, qui est beaucoup plus simple. Donc les bactéries qui utilisent le méthane comme seule source de carbone, ils ont leur propre catégorie qui sont les méthanotrophes. Parce que enfin, c'est une molécule organique, mais c'est quand même un travail de titan pour vivre que sur une seule molécule de méthane. Alors, donc, on a trois catégories binaires, source d'énergie, source d'électrons et source de carbone. Et ce qui fait que l'on devrait, en théorie, avoir 8 catégories de type trophique de bactéries possibles. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être soit phototrophe ou chimiotrophe. Si on est phototrophe, on peut être organotrophe ou lithotrophe. Pareil pour les chimiotrophes. Et dans ce cas-là, on peut aussi être autotrophe ou hétérotrophe. Donc ici, on a 8 cases pour représenter les 8 catégories potentiellement possibles. Et ce que l'on observe, c'est qu'en fait, on n'a que 4 catégories qui existent réellement dans le monde bactérien. Donc, par exemple, il existe des bactéries qui sont photolitho-autotrophes, c'est-à-dire les cyanobactéries et les bactéries sulfureuses vertes et pourpres. Donc, ces bactéries utilisent la lumière comme source d'énergie, une source inorganique d'électrons, et ils fixent le CO2. Il existe également des bactéries qui sont photo-organo-hétérotrophes. Dans ce cas-là, elles utilisent toujours la lumière comme source d'énergie, mais en source d'électrons et de carbone, ces bactéries sont dépendantes d'une source organique de carbone et d'électrons. Alors, les bactéries photo-organo-autotrophes n'existent pas, tout comme les bactéries photo-litho-hétérotrophes. Donc, on peut se demander pourquoi c'est comme ça, mais quand on réfléchit, ça ne serait pas logique de baser son métabolisme sur ces principes-là. Donc, imaginons qu'elle existait une bactérie photo-organo-autotrophe. Cette bactérie, elle serait photosynthétique, mais elle aurait accès au carbone organique comme source d'électrons. Donc le carbone organique est là. Donc ce ne serait pas logique pour la bactérie d'ensuite dépenser tout un tas d'énergie pour fixer le CO2, parce que le carbone organique est déjà là. Et pareil pour les bactéries éventuellement photo-litho-hétérotrophes. Donc c'est un peu le même cas. Donc ces bactéries seraient photosynthétiques, utiliseraient une source inorganique d'électrons, mais en fait seraient dépendantes du carbone organique. Donc le carbone organique est déjà là. Donc elle pourrait servir à la fois de source de carbone pour fabriquer des biomolécules et source d'électrons pour faire tourner le métabolisme bactérien. Donc si le carbone organique est disponible, elle sera utilisée à la fois comme source de carbone et source d'électrons. D'accord? Et c'est pour ça que certaines catégories n'existent pas en réalité. Et on a la même chose chez les bactéries chimiotrophes. Les chimio-organo-hétérotrophes existent et qui en fait sont la plupart des bactéries non photosynthétiques, et les bactéries chimio-litho-autotrophes existent. Et les bactéries chimio-litho-hétérotrophes n'existent pas.
c'est la même règle lorsque le carbone organique est disponible et elle est utilisée comme source d'électrons et comme source de carbone. Alors, quelques exemples. Une bactérie photolitho-autotrophe, ce sont des cyanobactéries. Donc, la source d'énergie, c'est la lumière. La source d'électrons, c'est l'eau. Ce sont des bactéries qui effectuent la photosynthèse oxygénique. Et la source de carbone, c'est le CO2. Une bactérie chimiolitho-autotrophe sont les bactéries du genre Nitrosomonas qui utilisent l'ammoniac comme source d'énergie et comme source d'électrons. Donc, elles génèrent de l'énergie et retirent les électrons de l'ammoniac. Et ces électrons et cette énergie métabolique est utilisée pour fixer le CO2. Donc, elles poussent en l'absence de carbone organique. Et une bactérie hétérotrophe, c'est par exemple Escherichia coli, qui peut utiliser toute une variété de sucres et de peptones, c'est-à-dire des mélanges d'acides aminés comme source de carbone, énergie et d'électrons. Ok, pour voir si vous avez bien capté tout ça, je vous invite à réfléchir sur cette description d'une bactérie et vous allez choisir quelle est la meilleure caractérisation de cette bactérie. Attends, il faut que j'ouvre la question. Allez. Ok, ça démarre. Donc un autre point, un petit peu en passant, c'est que pour les enregistrements des cours, je n'ai pas mis le CM3 parce que j'ai un problème avec le fichier enregistré, il est corrompu. Donc je crois que j'ai le son, mais il reste figé sur la première diapositive. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça, si le problème se répète, à partir d'aujourd'hui, on n'aura pas d'enregistrement. J'attends encore quelques réponses, mais c'est pas mal déjà. Ok, voilà ce que vous avez envoyé et majoritairement vous avez raison, la bonne réponse est la réponse 3. Deuxième réponse 2, là c'est pas bon, il y a un mélange entre prototrophe et auxotrophe ici. Là. Donc on va revoir ça. Alors, comment on décide un peu ce qui est la bonne réponse ici? Donc on voit que on n'a pas de carbone organique dans notre milieu. Donc la bactérie est forcément une autotrophe. Donc réponse 1 et réponse 4, c'est faux.
parce qu'on a hétérotrophe dans la proposition, ce qui veut dire que la bactérie a besoin de carbone organique. Et on dit dans l'énoncé que ça pousse son carbone organique. Donc c'est forcément une bactérie autotrophe. Phototrophe, oui, on a besoin de la lumière. Lithotrophe, oui, parce qu'on a peut-être l'ammoniac comme source d'électrons ici. Donc photo-litho-autotrophe, oui. Et la deuxième chose, c'est que notre bactérie, elle a besoin de biotine. Si elle en a besoin, ça veut dire qu'elle est auxotrophe pour la biotine. Si une bactérie est prototrophe, elle n'en a pas besoin. D'accord? Donc ça, il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Alors, donc une fois qu'on a compris les besoins nutritifs des bactéries, on peut considérer quelques types de milieux de culture pour les bactéries. Et premier type, ce sont les milieux qu'on appelle définis ou milieux synthétiques. Et dans un milieu synthétique, on connaît précisément tous les composants du milieu. Donc ici, c'est un exemple assez classique. Milieu minimum, ici on dirait, parce qu'on rajoute rien en composé organique, aucun facteur de croissance. Et donc, qu'est-ce que l'on a? On a un peu de glucose, on a du phosphate, on a du soufre, on a de l'ammoniac, donc on a de l'azote, on a des sels minéraux, sodium, potassium, magnésium, calcium et du chlore. Donc ça c'est bien, et on a un peu de fer. Et donc ce type de milieu est très utile pour définir les besoins nutritifs des bactéries. Si une bactérie peut pousser dans ce milieu-là, ça veut dire qu'elle est capable de synthétiser tous ces acides aminés, tous ces vitamines et les bases azotées. Elle a besoin d'aucun facteur de croissance. Si on met la bactérie dedans et elle ne pousse pas, elle a besoin de quelque chose. Et donc on peut commencer en additionnant différents acides aminés, différentes vitamines, etc. Et on trouve précisément petit à petit ce dont a besoin cette souche de bactéries. Donc c'est ça l'utilisation de ce type de milieu. Alors si on réfléchit un petit peu, même une bactérie prototrophe ne devrait pas pousser sur ce milieu, en théorie. Donc je vous invite à réfléchir sur ces quatre propositions. Qu'est-ce qui manque par rapport à ce que j'ai dit dans le cours il y a 2 ou 3 diapositives sur les besoins nutritifs des bactéries? Je ne suis pas sûr. Là. Ah oui, c'est ça ma question. Ah, quand même. Oui, c'est ça. Attends. C'est pas si évident que ça. Donc il faut regarder dans les diapositives besoins nutritifs des bactéries et trouver quelque chose qui manque dans la composition de ce milieu. Ce qui ferait que même une bactérie prototrophe, pour tout, en théorie, ne devrait pas pousser. Mais en fait, ça marche, elle pousse.
voilà, je vois que ça laisse beaucoup perplexe ici. Donc, voilà. Donc, les réponses que j'ai, c'est ça. Donc, on a un nombre à peu près égal de réponses pour les différentes propositions, avec la proposition 3 étant majoritaire. Mais attention, donc proposition 3, c'est vrai, il n'y a pas de facteur de croissance. Mais j'avais bien dit que même une bactérie prototrophe ne devrait pas pousser ici. Mais une bactérie prototrophe, elle est capable de synthétiser ses propres facteurs de croissance. Donc une bactérie prototrophe, pour les acides aminés, pour les vitamines, pour les bases azotées, n'a pas besoin qu'on lui ajoute de facteurs de croissance. Donc ce n'est pas la réponse 3. Mais je comprends pourquoi vous avez choisi. Ça, c'est quand même un truc logique. 1, c'est pas vrai parce que le glucose, c'est un carbone organique, donc c'est faux. 2, il manque une source d'azote organique. Ça, c'est aussi vrai, mais dans les besoins nutritifs, j'ai dit que l'ammoniac, toutes les bactéries sont capables de l'intégrer directement dans les acides aminés. Donc, ce n'est pas vraiment une limitation parce qu'on a un sel d'ammoniac ici. Donc, toutes les bactéries doivent être capables de mobiliser cet azote. Et par élimination, alors, il ne reste plus que la proposition 4. Il manque des oligoéléments. Donc, on a un peu de fer, donc ça, c'est présent. Mais les autres trucs, la manganèse, cobalt et tout ça, est-ce qu'il y en a dans le milieu? Ben non. Et pourtant, j'ai dit que ce sont des cofacteurs essentiels pour certaines enzymes. Donc on peut se dire, bah oui, mais la bactérie ne devrait pas pousser alors si ces oligoéléments sont réellement nécessaires. Et en fait, la réalité, c'est que lorsqu'on commande du chlorure de calcium, par exemple, ça dépend un peu de la pureté de notre chlorure de calcium. Si on a un chlorure de calcium qui n'est pas 100% pur, il va avoir un petit peu de tout un tas d'autres minéraux, y compris des traces de manganèse, de cobalt, etc. Donc en fait, dans les sels minéraux ici, on aura suffisamment de ces oligo-éléments qui sont là comme des impuretés dans les sels minéraux. C'est pour ça qu'on n'a généralement pas besoin de les ajouter. Bon, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus, mais quelque part, quand les choses ne sont pas logiques entre une diapo et une autre diapo, ça m'énerve. Donc j'essaye de vous expliquer pourquoi il y a une incohérence entre celui-ci et la diapo où j'ai dit que les bactéries ont besoin de manganèse, cobalt, etc. Ok, donc ça c'est les milieux minimums, le milieu synthétique. À côté de ça, on utilise souvent ce qu'on appelle des milieux complexes. Et dans un milieu complexe, on ne connaît pas précisément tous les composants du milieu. Donc un milieu complexe vraiment très classique, c'est le milieu LB, qui est composé de extraits de levure, de peptones, des peptones étant un hydrolysat de protéines, donc on va bouillir dans des conditions peut-être acides la viande, la caséine, la soja, etc. Et un peu de sel, NaCl, qui va contenir aussi des traces d'oligo-éléments. Et dans ce milieu-là, on doit avoir tous les composés organiques nécessaires pour une bactérie. Donc on a beaucoup d'acides aminés ici dans les peptones et on va avoir pas mal de nucléotides dans l'extrait de levure et aussi beaucoup de vitamines. Donc ça, ce sont des milieux qui sont faciles à préparer et qui permettent de cultiver beaucoup de bactéries hétérotrophes sans connaître précisément leurs besoins nutritifs. Alors, beaucoup de bactéries poussent dans un milieu complexe, mais il y en a quand même des bactéries hétérotrophes qui ne poussent pas très bien dans un milieu de type LB. Et pour ces bactéries-là, si ça ne marche pas, on peut essayer d'utiliser un milieu enrichi. Et un milieu enrichi, c'est un milieu complexe dans lequel on a ajouté certaines composés, également complexes, mais qui aident certains types de bactéries à pousser. Donc un milieu enrichi que l'on peut utiliser pour cultiver les streptocoques, par exemple, ou les listeria, c'est le milieu gélose au sang frais.
Donc ici, on va avoir les tryptones, des caséines, tryptones de soja, donc source de carbone et d'azote organique. Et on va aussi rajouter 5% de sang de mouton. Donc avec, je ne sais pas moi, tous les composés de membranes cellulaires, eucaryotes, et quelques molécules complexes que nous avons qui sont peut-être nécessaires pour les bactéries commensales ou pathogènes qui vivent avec nous. Et donc ce que l'on obtient ici sur cette boîte, ce sont des colonies blanches sur la géleuse rouge avec, je pense que ce sont des streptocoques ici, qui ont besoin de quelque chose présent dans le sang pour pousser bien. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors, l'inverse ou quelque part peut-être l'étape après en termes de stratégie pour isoler les bactéries, ce sont des milieux enrichis, des milieux sélectifs plutôt, quand j'étais sur le dernière diapositive. Et donc un milieu sélectif, c'est un milieu complexe dans lequel on a ajouté un ou plusieurs composés qui vont empêcher certaines souches de bactéries à croître et favoriser la croissance de la bactérie que l'on recherche nous. Donc j'ai donné quelques exemples ici. Là, donc, le milieu de Chapman, par exemple, c'est un milieu sélectif pour les bactéries halophiles ou halotolérantes parce qu'on a ajouté une forte concentration de sel dans le milieu. Et donc, par exemple, les staphylocoques sont halophiles, donc elles peuvent pousser dans ce milieu. Un autre milieu sélectif pour les staphylocoques, c'est le milieu Baird-Parker. Et cette fois-ci, les agents sélectifs sont le chlorure de lithium et le tellurite, donc deux composés inorganiques, deux composés minéraux, qui inhibent la croissance de la plupart des bactéries Gram+ et Gram-. En plus de ça, on a un deuxième composant sélectif, c'est la sorte de carbone de pyruvate et de glycine, qui sont très bien mobilisés par les staphylocoques et moins par d'autres bactéries. Donc on favorise la croissance des staphylocoques en mettant la source de carbone adaptée, ce qu'elles aiment manger, ces bactéries-là. Donc les staphylocoques sont des bactéries à Gram+. Il existe également des milieux sélectifs pour des bactéries à Gram-. Par exemple, le milieu Macankey, qui incorpore les sels biliaires et le violet des gentianes, qui vont inhiber la croissance des bactéries à Gram+. Donc c'est un milieu sélectif pour les bactéries à Gram-. Alors, souvent, les milieux sélectifs sont également additionnés de quelques composants chimiques qui permettent de distinguer différents types de bactéries qui peuvent pousser sur notre milieu. Et par exemple, ces composés sont des molécules qui vont donner un changement de couleur, soit dans la géleuse, soit dans la colonie elle-même. Alors, dans le milieu de Chapman, que vous allez utiliser en TP, on a une forte concentration de mannitol dans le milieu, et les bactéries qui peuvent fermenter le mannitol vont changer le pH, donc vont acidifier le pH de la géleuse, et ça va nous donner une coloration jaune du géleuse en dessous des colonies qui sont positives pour le mannitol. Et en fait, ça c'est un élément différentiel qui permet d'identifier Staphylococcus aureus. Parce que les autres staphylocoques sont mannitol neg, ne sont pas capables de fermenter le mannitol. Alors, dans le Baird-Parker, on a deux éléments différentiels, le tellurite. Donc, les staphylocoques survivent à cette tellurite en le métabolisant en telluride qui donne une coloration noire à la colonie. Et également, on ajoute de la jaune d'œuf dans le milieu qui contient de la lécithine. Et la lécithine donne un aspect trouble à la géleuse. Mais les staphylocoques synthétisent une enzyme, une lécithinase, qui va cliver la lécithine et du coup, il rend un halo clair autour des colonies de staphylocoques. Donc ces deux choses-là donnent des colonies noires avec un halo clair. Ça, c'est
une indication, ça permet de dire qu'on a Staphylococcus aureus sur notre génose. Et sur la boîte de McConkey, on a une forte concentration de lactose, et donc ce sont des bactéries qui sont capables de métaboliser, de fermenter le lactose, qu'on appelle des coliformes, qui vont avoir des colonies de couleur pourpre ou mauve. Donc ça donne, pour le milieu Chapman, on a ça, si on a des streptocoques. On a la fermentation de mannitol, la gélose va virer au jaune. Pour le milieu Parker, on a nos colonies noires avec un halo clair autour. Donc réduction de tellurite et une présence d'une lécitinase. Tandis que pour le milieu McConkey, les bactéries qui sont lactose positifs donnent des colonies qui sont roses ou pourpres. Tandis que les bactéries lactose négatives donnent des colonies claires. Ok, donc encore une petite question sur ça. Donc il existe un milieu qu'on appelle SS parce que on l'utilise pour les shigelles et les salmonelles. Donc je vous invite à me dire comment on qualifie ce milieu. Et il y a plus d'une réponse correcte ici. Pas mal, pas mal. On en voit encore des réponses là ou pas? Alors, qu'est-ce que vous m'avez envoyé? Alors, les deux réponses les plus plébiscitées sont, c'est un milieu complexe qui est différentiel pour les salmonelles. Ça, c'est vrai dans les deux cas. Alors, défini ou complexe, c'est l'un ou l'autre, il ne peut pas être les deux à la fois. Alors, est-ce que c'est un milieu défini ou est-ce que c'est un milieu complexe? Bon, on a des peptones dans notre milieu. Les peptones, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, on ne connaît pas précisément quelle est la composition chimique d'une préparation de peptones, pas plus qu'on connaît exactement la définition chimique d'une soupe au poulet. D'accord? Donc c'est un milieu complexe parce qu'on a des composés qui sont des mélanges complexes. Donc c'est complexe pas défini. Et l'autre truc qui est un petit peu l'un ou l'autre, est-ce qu'elle est sélective pour les salmonelles ou différentielle pour les salmonelles? C'est différentiel parce qu'on a des composants qui permettent d'avoir des
colonies d'une couleur particulière pour les salmonelles, noires dans l'occurrence. Et les Shigella, donnent des colonies claires. Donc le milieu ne peut pas être sélectif pour les salmonelles, parce que si c'était le cas, il n'y aurait que des salmonelles qui pousseraient sur ce milieu. Donc on devrait avoir que des salmonelles et rien d'autre. Or, on dit que on peut avoir aussi des shigelles qui poussent, mais qui donnent des colonies d'une couleur différente. Donc c'est pour ça que c'est un milieu différentiel pour les salmonelles, mais pas sélectif pour les salmonelles. Et on a un peu la même chose pour les grammes moins. Est-ce que c'est un milieu différentiel ou sélectif pour les grammes moins? Et là, il n'y avait pas vraiment de consensus. Ici, c'était bon, hein, la plupart, vous avez bien compris. Mais pour les bactéries grammes moins, c'est pas clair, c'est un peu choisi au hasard. Alors, différentiel pour les grands moins. Oui, une question. Oui. Donc la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut avoir un milieu qui a tout un tas de composants sélectifs, mais qui est quand même différentiel. Mais la réponse, c'est que souvent, les milieux, c'est les deux. Dans les milieux, vous avez des composants ajoutés qui ont une action sélective pour certaines souches de bactéries, et vous avez aussi des composants qui sont ajoutés pour pouvoir différencier les différents types de bactéries qui peuvent pousser. Donc il est plutôt rare qu'un milieu soit uniquement sélectif ou uniquement différentiel. C'est si on peut et on doit s'appuyer sur les composants du milieu pour savoir il est sélectif pourquoi et différentiel pourquoi. Parce que chaque composant va avoir une action spécifique, soit pour inhiber la croissance de certaines bactéries, soit pour avoir un indicateur colorié qui indique la présence de telle ou telle souche de bactéries. Et c'est le cas ici parce que on a des selles biliaires qu'on avait également dans le milieu main conquis, et dans la diapositive d'avant, dans le milieu main conquis, il y a 2 diapositives, les selles biliaires inhibent la croissance des bactéries gram plus. Donc c'est ce composé qui favorise la croissance des bactéries à gram moins sur le milieu de la gélose SS, et c'est pour cette raison-là que ce milieu est sélectif pour les bactéries à gram moins. Parce qu'elle va inhiber la croissance de bactéries à gram plus, et du coup, c'est que des bactéries à gram moins qui peuvent pousser. Mais elle n'est pas différentielle pour les bactéries à gram moins. Parce que si le milieu était différentiel, ça voudrait dire que quoi? Vous allez avoir les grands plus et les grands moins qui peuvent pousser, mais les grands moins vont donner des colonies d'une couleur différente. C'est pas ça. On a un composé qui inhibe les grands plus de pousser. Donc on a une sélection uniquement pour la croissance des bactéries à grand moins. Et parmi les bactéries à grand moins, on a différents composés chimiques qui permettent de différencier différentes souches de bactéries à grand moins. Donc ce milieu, c'est un milieu complexe, sélectif pour les bactéries à grand moins et différentiel pour les salmonelles. D'accord? C'est ça la description de ce milieu. Okay. Et effectivement, vous devez être capable de regarder un petit peu les composés de milieu et avoir une idée, qu'est-ce qui est sélectif dans le milieu et qu'est-ce qui permet de différencier différents types de bactéries. Ok, donc ça c'est la croissance de bactéries en colonie sur un milieu liquide. Non, sur un milieu gélosé. Excusez-moi. Donc là, on va passer à la croissance des bactéries en milieu liquide, dans un milieu nutritif, avec des bactéries en suspension. Alors, si vous avez une suspension de bactéries, vous avez besoin d'une technique pour quantifier combien il y a de bactéries dans ma suspension. Alors, la première technique, c'est la technique d'étalement. Et c'est-à-dire que on commence avec ma suspension de bactéries et
je vais effectuer des dilutions en cascade de 10 en 10. Et à chaque échantillon dilué, je vais en étaler un ml sur une boîte de gélose nutritive, milieu complexe, pas sélectif, pas différentiel, juste un milieu complexe. Et je vais compter le nombre de colonies qui poussent. Donc chaque fois que j'ai une bactérie vivante qui tombe sur la gélose, elle commence avec une seule cellule isolée sur la gélose. Ensuite, elle va pousser, ça va donner 2 colonies, 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, etc. Et petit à petit, cette concentration de cellules sera visible à l'œil nu. Donc c'est ça une colonie de bactéries. C'est là où une seule cellule bactérienne vivante est tombée sur la gélose et puis ensuite elle a poussé pour former une colonie. Donc je compte le nombre de colonies, je multiplie par mon facteur de dilution et ça me donne un dénombrement en unités formant colonie par ml dans la suspension initiale. Et ça, c'est une façon de dénombrer le nombre de bactéries vivantes ou la concentration de bactéries vivantes dans une suspension. Alors ça marche très très bien, mais c'est un peu long. Donc il faut attendre une journée que les bactéries poussent et il faut faire plusieurs dilutions en cascade. Donc une technique qui est très utilisée parce que ça donne un résultat très très rapidement, c'est la turbidémétrie. C'est-à-dire que lorsque j'ai une solution qui est claire, si je passe la lumière à travers, avec une longueur d'onde de 600 nanomètres, on aura une transmission toute parfaite de la lumière. Or, si j'ai des bactéries en suspension et je passe la lumière à travers cette suspension-là, certains rayons de lumière vont être déviés par la présence des bactéries. Et si je mets un capteur derrière, ça va apparaître comme la même chose qu'une absorbance. Donc j'aurai une densité optique à cette longueur d'onde. Et la densité optique à 600 nanomètres permet de dénombrer directement la concentration ou la quantité de bactéries vivantes et mortes par ml dans la suspension. Et ça, c'est parce qu'il y a une relation linéaire entre la DO à 600 nanomètres et le nombre de bactéries en suspension. C'est-à-dire que c'est une fonction de la concentration de mes bactéries en unité formant colonie par ml. Donc ça, c'est la technique, ou les deux techniques classiques pour dénombrer les bactéries en suspension. Alors une fois qu'on peut mesurer le nombre de bactéries vivantes dans un milieu de culture, beaucoup de bactériologistes se sont amusés à étudier la croissance bactérienne dans un milieu de culture, dans un système fermé. C'est-à-dire qu'on a un Erlenmeyer plein de milieux de culture, on ensemence nos bactéries, on met dans les bonnes conditions de croissance pour la bactérie, à 37 degrés souvent, et avec un peu d'agitation pour garder bien les bactéries en suspension. Et on va prélever à différents temps, et on mesure par la technique de UFC par ml combien j'ai de bactéries vivantes dans ma suspension en fonction du temps. Et si on fait ça, on obtient très très souvent ce type de courbe, avec d'abord une phase de latence, où les bactéries s'adaptent au milieu de culture. Donc souvent, lorsqu'on lance une culture de bactéries, on va piquer des bactéries sur une boîte de gélose, mais la boîte de gélose, elle est restée dans le frigo pendant quelques jours ou une semaine. Et dans ce cas-là, les bactéries ont arrêté de pousser et ont démarré peut-être un programme pour la survie. Donc elles arrêtent de croître, elles arrêtent de dégrader et synthétiser les peptidoglycanes en même temps, elles vont juste être là sur le mode survie. Mais si ensuite on met ces bactéries-là dans un milieu de culture très riche à 37 degrés, elles vont s'adapter à ces nouvelles conditions propices à la croissance, mais ça prend un petit peu de temps là. Donc on a 7 temps de latence pendant laquelle les bactéries s'adaptent au milieu de culture.
Alors, elles s'adaptent et elles se mettent à pousser. Et après, on a une phase exponentielle, de croissance exponentielle. Et je peux dire que ma croissance est exponentielle parce que ici, j'ai mis l'axe des ordonnées, le nombre de bactéries par ml, le nombre de bactéries vivantes par ml, en échelle logarithmique. Donc j'ai une ligne droite ici sur une échelle logarithmique, et c'est ça qui me permet de dire que j'ai une phase de croissance exponentielle. Ensuite, on va avoir une phase stationnaire pendant laquelle le nombre de bactéries vivantes plafonne. Et ce qui se passe ici, c'est que les bactéries ont soit épuisé tous les nutriments dans le milieu, ou alors il y a une concentration trop élevée d'un déchet toxique pour les bactéries. C'est-à-dire les bactéries qui fermentent des sucres vont avoir tendance à acidifier le milieu, et lorsque le pH devient trop acide, les bactéries ne peuvent plus pousser. Donc on a une stagnation du nombre de bactéries présentes dans la culture. Et pareil, ici, les bactéries arrêtent de pousser, mais elles enclenchent un programme de survie. Donc elles vont épaissir la paroi en peptidoglycane, elles vont synthétiser plus de protéines de chaperone pour essayer d'éviter de dégrader des protéines qui sont mal repliées et les maintenir en état fonctionnel. Donc on a une sorte de réponse dite de carence chez les bactéries. Donc elles vont démarrer l'expression de tout un tas de gènes qui permettent aux bactéries de survivre malgré cette période de carence. Donc ça marche pendant 1 ou 2, 3, 4 heures, mais à la fin, il n'y a vraiment plus rien à manger, les bactéries n'arrivent pas à survivre, et on arrive à la phase de mort pour les bactéries. Et à cette phase-là, on a de moins en moins de bactéries qui sont vivantes par notre test de formation de colonies sur la géleuse. Alors, on peut des fois se poser une question de savoir si les bactéries sont vraiment mortes là-dedans. Et il existe quand même une catégorie de bactéries qu'on appelle vivantes mais non cultivables, les bactéries VBNC. Et on a ce type de situation lorsque notre... mais ça veut dire que en fait, les bactéries ne donnent pas de colonies sur une boîte de géleuse, mais elles ne sont pas vraiment mortes. Et on peut les ressusciter dans certaines conditions. Et l'idée, c'est que en fait, l'état viable mais non cultivable, c'est un peu comme l'endospore pour les bactéries sporulentes. C'est une façon pour la bactérie de survivre même dans des conditions qui sont défavorables à la croissance. Donc, certaines bactéries, on pense, sont capables de survivre sous forme de bactéries viables mais non cultivables, surtout des bactéries à grand moins, qui sont non sporulentes. D'accord ? Donc ça, c'est un peu voilà, un détail, c'est-à-dire que lorsqu'on a cette décroissance en nombre d'unités formant colonie par ml, on dit que les bactéries sont en train de mourir, mais dans certains cas, elles ne sont peut-être pas totalement mortes, juste elles dorment très profondément. Alors, une question pour le prochain cours, pas pour maintenant, c'est essayer de réfléchir ou trouver dans la biblio ou dans des informations scientifiques comment on peut distinguer pour une bactérie quelle est la différence entre vraiment mort et VBNC. Parce que si on ne peut pas réveiller cette bactérie, qu'est-ce qui nous dit que cet état existe vraiment et ce n'est pas juste une sorte de l'oubli de certains microbiologistes excités. Ok, donc à réfléchir sur ça. Et peut-être la dernière chose à faire aujourd'hui, c'est de considérer
le temps de génération des bactéries et leur vitesse de croissance. Alors, première chose à bien comprendre pour définir le temps de génération et la vitesse de croissance des bactéries, c'est de bien remarquer de mettre son UFC par ml sur une échelle logarithmique. Parce que c'est que là où on voit vraiment à quel moment démarre notre phase exponentielle. Avec une échelle linéaire, on a beaucoup de mal à savoir si ça c'est vraiment exponentiel, oui ou non. Et dans les analyses des résultats de TP, il y a énormément de copies. Les gens, ils font pas ça. Et c'est super énervant parce qu'on essaye vraiment d'insister. Première chose, c'est de mettre ça sur une échelle logarithmique. Mettre notre résultat sur une échelle logarithmique. Alors, une fois qu'on a fait ça, OK, on a compris qu'on est en phase de processus exponentiel, c'est-à-dire que chaque fois qu'une bactérie se divise, elle donne naissance à 2 cellules filles. Et ces 2 cellules filles vont se diviser à leur tour et donner 4 cellules à la prochaine génération, ensuite 8 cellules, 16 cellules, 32, etc. etc. Donc c'est ça notre processus exponentiel. Donc si on a ces dédoublements constantes, alors on peut écrire cette équation pour nous dire combien on a de bactéries après un temps t de croissance exponentielle. Si on connaît le nombre de bactéries qu'on avait au temps initial, 0. Donc N0, c'est le nombre de bactéries qui étaient présentes à notre temps 0, le début de la croissance exponentielle. Donc attention, ici, le temps 0, c'est pas ici pour ce calcul, c'est plutôt ici. C'est le début de la croissance exponentielle, mon temps 0. Donc ça, c'est le nombre de bactéries que j'avais ici. Le nombre de bactéries que je vais avoir à un temps t, après cet temps initial, c'est le nombre de bactéries à mon temps initial, le début de la croissance exponentielle, multiplié par 2 puissance n. Et n, c'est quoi? C'est le nombre de générations entre les deux mesures. Alors, ce que l'on veut faire, c'est parce qu'on connaît le temps, on connaît le laps de temps. Et ce qu'on voudrait faire, c'est de calculer le nombre de générations pendant ce laps de temps, et c'est ça qui nous permettrait de définir le temps des générations, c'est-à-dire le temps nécessaire en moyenne pour une bactérie de se diviser en 2. Et pour cela, on va utiliser la magie des logarithmes. Donc on va commencer par prendre les logarithmes de toute notre équation, et c'est ça qui va permettre de prendre notre valeur n, le nombre de générations, c'est ça qu'on veut savoir, et de le passer d'ici jusque là. Et une fois qu'on a un truc comme ça, on peut résoudre cette équation facilement. Log 2, on sait ce que c'est. Log n0, on sait ce que c'est, on l'a mesuré. Log nt, on l'a mesuré, on sait ce que c'est. Donc on réorganise notre équation et ça nous donne cette équation ici qui permet de connaître le nombre de générations. Et puisqu'on connaît le temps qui a écoulé entre le début de notre phase exponentielle et un autre temps ici sur la droite, on peut diviser ce temps-là par le nombre de générations. Et ça nous donne le temps des générations, le temps en moyenne qu'il faut pour une bactérie de se diviser en 2. Le temps des générations G. Donc ça, c'est très important parce que les bactéries qui poussent très rapidement ont un temps de génération court. Okay? Les bactéries qui poussent lentement ont un temps de génération très long, qui est très grande. OK, donc, une fois qu'on a fait ça, on peut comparer la vitesse de croissance de différentes bactéries en comparant leur temps de génération. Donc, on a par exemple les bactéries comme Escherichia coli et Staphylococcus aureus qui poussent de façon optimale à des températures autour de 37 degrés. Et dans ces conditions-là, avec un milieu bien optimisé, on peut observer les temps de génération de moins d'une demi-heure. C'est-à-dire qu'il faut 20 à 30 minutes pour
que la bactérie se divise en deux. Et ça, c'est vraiment très rapide. C'est vite, c'est très rapide comme temps de génération. Alors, d'autres bactéries, notamment les bactéries pathogènes comme le Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, ont des temps de génération plus lentes. Donc, la plupart des bactéries que l'on va cultiver, qu'on va étudier en TP, ça va être des bactéries avec des temps de génération courts. Parce que ces bactéries poussent rapidement. Et donc, si on les étale sur une gélose, on peut observer les colonies au bout d'un jour, maximum 2 jours. Tandis que pour Mycobacterium tuberculosis, si on veut voir quelque chose, il faut laisser la gélose dans l'incubateur pendant 1, 2, 3, 4 semaines, quoi. Donc c'est très difficile de travailler avec ces bactéries qui poussent lentement. Et une autre caractéristique qui est aussi vraie, une règle générale, c'est que les bactéries autotrophes ont généralement des temps de génération plus longs. Donc Anabina, c'est une cyanobactérie, son temps de génération c'est vers 11 heures. Nitrosomonas, donc c'est la bactérie chimiolitho-autotrophe, elle a un temps de croissance de 7 heures. Rhodospirillum rubrum, c'est une bactérie photosynthétique pour sulfurose, temps de génération de 5 heures. Et donc, pourquoi les autotrophes poussent plus lentement que les bactéries hétérotrophes? Les bactéries hétérotrophes ont accès à du carbone organique, des molécules complexes. Elles ont juste besoin de les réorganiser un petit peu et puis ça marche pour pousser. Tandis que pour les bactéries autotrophes, elles ont que le CO2 comme source de carbone et à partir de ça, elles doivent fabriquer toutes leurs molécules, toutes leurs biomolécules de la cellule. Et ça, c'est énormément de travail biochimique avec beaucoup d'étapes dans toutes ces voies de biosynthèse. Donc c'est pour ça que ça prend plus longtemps pour une autotrophe de pousser que pour une bactérie hétérotrophe. Alors, ouais, on va peut-être faire ça. La question, ouais, on va peut-être finir avec la question ici, là. Oui. Donc là encore, là c'est un peu un petit col sur la croissance et les courbes de croissance. Donc je vous laisse avec cette question-là, et ça sera la fin du cours après, je pense. Attendez, je vais ouvrir la question. Ouais, on a un peu de temps en avant, donc je pense que je vais continuer pour faire la culture en bâche parce que je pense que ça serait mieux d'avancer un petit peu. Ok, donc je sais que j'ai dit que ça va être la fin, mais ça va pas être la fin. D'accord? Même si c'est pas d'accord, bon bah
Ok, bon, j'essaie d'aller vite pour ça. Bon, ça dépend à quel point ça prend du temps pour discuter de ça. Ok, donc il y avait une seule réponse correcte ici. Bon, la 4, c'est pas la bonne réponse. Donc on n'a pas besoin de connaître la souche pour calculer le temps de génération à partir des données. Donc ça, c'est pas nécessaire. La réponse 3, bah, peut-être c'était une question piège, mais en fait non. Il faut une information en plus. Et donc le choix, c'est entre 1 et 2, qui étaient les choix majoritaires. Et effectivement, je vois que la réponse de plus publicité, c'est la réponse 1. Mais c'est pas vrai ça. C'est pas nécessaire. Mais je comprends pourquoi vous dites ça. Parce que on a dit que pour faire ce calcul-là, on va appliquer ces équations-là. Et on a besoin de connaître le nombre de bactéries par ml pour faire ce calcul. Donc je comprends que vous vous dites, ah oui, mais je ne peux pas connaître le nombre de bactéries si je ne connais pas la relation entre la DO600 et le nombre de bactéries. Donc si vous faites la conversion et ça marchera, votre calcul sera toujours efficace. Mais en fait, ce n'est pas une information nécessaire. Pourquoi? Parce que en amont, j'avais dit que on a une relation linéaire entre la DO600 nanomètres et le nombre de bactéries vivantes en suspension. Donc on a un truc qui est la DO600, c'est un constant K multiplié par le nombre de bactéries. D'accord? Donc si on veut faire la conversion, on va multiplier notre DO600 nanomètres par 1 sur K. D'accord? Pour nous donner le nombre de bactéries en suspension. Donc si je fais ça, donc je vais avoir la DO multipliée par 1 sur K dans les deux cas ici, et en fait ça va s'annuler dans mon calcul. Donc le constant de conversion, il va disparaître dans le calcul. Donc enfin ça c'est la raison mathématique, mais vous regarderez ça en réarrangeant les équations si vous voulez. Mais sinon, retenez quand même qu'on n'a pas besoin de connaître le facteur de conversion entre DO600 nanomètres et nombre de colonies par ml. Donc on peut faire ce calcul directement à partir de la densité optique à 600 nanomètres. Donc c'est pour ça que c'est rapide à faire, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire le calcul. Souvent dans les polis, dans les contrôles du TP, je vois des étudiants, ils font le calcul et tout ça, mais enfin, c'est pas faux, mais ça m'énerve parce que c'est un effort inutile, quoi. Il faut essayer de travailler efficacement. Alors, en revanche, ce qui est absolument nécessaire en tous les cas pour calculer la... Ouais, on ne va pas continuer après, je vais juste terminer là. Pour calculer le temps de génération et la vitesse de croissance, c'est de confirmer que vos bactéries sont dans la phase exponentielle. Parce que si ma vraie courbe de croissance, c'est comme ça, j'ai gardé un temps ici et un temps là, et j'essaie de faire mon calcul, elle sera fausse. Parce que ici, mes bactéries n'étaient pas dans la phase exponentielle. Donc, pareil, si je suis un peu comme ça, j'ai mon temps ici et mon temps 2 là-bas, je suis à la fin de ma courbe de croissance. Donc pareil, je vais faire un calcul comme ça et le résultat que je sors à la fin sera faux. Donc il faut avoir suffisamment de points sur la ligne pour savoir que mon premier temps est ici, le deuxième temps est là, et là, ok, le calcul sera bon. Et il va me donner la valeur juste pour le temps de génération et la vitesse de croissance. Ok, bon, je vais vous laisser comme ça et on se revoit dans quelques semaines pour la virologie.